8h21, merci d'avoir choisi Radio Pays et Pays Matin pour vous accompagner en ce mardi 10 novembre 2020. Nous sommes très heureux de partager l'actualité avec vous et de vous permettre de la commenter, notamment au standard de Radio Pays au 05 94 25 76 25. Les caricatures de Charlie Hebdo qui ont fait tant couler d'encre et malheureusement de sang. Ce matin, nous en parlons avec nos invités Jacques Bertol et Jawad Ben Salah qui vont nous apporter la vision des musulmans de Guyane pour Jawad Ben Salah, mais également Jacques Bertol qui lui va nous permettre d'élargir un peu le débat et de voir de quelle manière vivent toutes ces confessions religieuses en Guyane, en cohabitation, et de quelle manière les choses sont perçues. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment, comme à chaque fois, pour étayer ce débat au standard de Radio Pays, au 05 94 25 76 25, et d'ores et déjà bienvenue à ceux qui nous suivent sur le Facebook Live de Radio Pays. Oui, merci Kylian. Effectivement, nous abordons dans ce supplément un sujet qui a fait l'actualité encore très très récemment. On tente de l'aborder effectivement un peu après, un peu plus au calme, et surtout sous l'angle de la vision des musulmans de Guyane. On reçoit donc avec plaisir le président de l'association des musulmans de Guyane, le docteur Jawad Ben Salah. Il est accompagné de Jacques Bertol. Pourquoi Jacques Bertol ? Parce que Jacques Bertol, c'est la passerelle. Jacques Bertol, c'est l'homme qui est investi d'une mission interconfessionnelle, c'est-à-dire un petit peu de travailler au rapprochement, à la compréhension mutuelle entre toutes ces religions qui sont également en Guyane, ce qu'on ne sait pas assez. On sait que la Guyane est majoritairement chrétienne, voire catholique, n'est-ce pas Jacques ? Mais il n'y a pas que cela. Et il nous a paru intéressant de voir avec nos auditeurs, de voir la position, même si on a vu les témoignages, on a vu votre présence, docteur Ben Salah, mais pas que, donc aux différentes manifestations contre les attentats qui ont émaillé l'actualité récente, donc notamment celui de Nice, ou avant la décapitation de ce professeur qui était intolérable. On a vu tout cela, mais on vous a assez rarement entendu. On va prendre le temps aujourd'hui peut-être de mieux comprendre cela. Je vais m'adresser d'abord au docteur Ben Salah, Jacques, si vous me permettez, en lui posant une question, qui est une question un petit peu d'actualité. Est-ce qu'il estime que Charlie Hebdo est allé trop loin dans ses caricatures ? Est-ce que les musulmans de Guyane, ou lui-même, c'est une question personnelle, mais vous représentez évidemment que... non, mais est-ce que lui-même, est-ce qu'il estime, parce que il y a quand même un certain courant de pensée, j'ai même relevé dans la presse hier, que l'évêque de Nice, où pourtant le dernier attentat atroce a eu lieu, lui-même indique qu'il y a quand même des limites à ne pas dépasser, même dans la liberté d'expression. Bonjour auditrices, auditeurs, bonjour Kylian et monsieur le Peltier. Je suis ravi que Jacques Bertol, ami et frère qui est avec nous pendant cette émission. Tout d'abord, permettez-moi que j'exprime toute ma compassion et ma solidarité à la famille du professeur Samuel Paty, ses élèves, l'ensemble des enseignants de notre pays durement éprouvés. Ma compassion va également aux familles de victimes de l'acte barbare commis au niveau de la basilique Notre-Dame de Nice. Voilà. Tout d'abord, les musulmans en Guyane, un petit résumé. Je ne représente pas tous les musulmans de Guyane, je suis président de l'association culturelle et caritative des musulmans de Guyane. Et il y a aussi une autre association présidée par Dr Mas à Saint-Laurent, et une autre association à Témir, présidée par professeur Karfa, sans oublier bien sûr la communauté Ahmadiyya, qui est installée en Guyane. Voilà. Donc, pour nous, en tant que Guyanais, Français de confession musulmane, notre seule représentation, c'est la représentation républicaine à travers le vote, à travers nos élus, à travers le président de la République. Nos associations, modestement, il essaye de structurer le cadre religieux dans le cadre de la laïcité. Et pour répondre à votre question, pour les caricatures de Charlie Hebdo, pour moi, notre référence, c'est la loi. En tant que citoyen, c'est la loi de la République. La loi de la République est notre règle commune qui autorise la caricature et considère comme un mode d'expression libre. En France, chacun est libre de caricaturer, de blasphémer, et je suis de la même manière, moi, en tant que personne, je suis de la même manière libre de ne pas apprécier ces dessins. Cette même liberté qui permet à Charlie Hebdo de diffuser des caricatures me permet moi aussi de ne pas être d'accord, mais en revanche, ça ne doit jamais amener à la vengeance. Ça ne doit jamais amener à la haine. Parce que ça, c'est déjà un crime. Donc, c'est-à-dire d'une façon générale, le droit d'expression
il est protégé par les lois de la République. Heureusement. Et ce droit d'expression, il est universel. Il est à la fois pour Charlie Hebdo et pour tous les citoyens, et parmi eux, les citoyens de confession musulmane. Et c'est pas parce qu'il y a ce droit, moi, je dois me réjouir de ces caricatures. Moi aussi, dans ce cadre-là de droit, j'ai le droit, c'est-à-dire de ne pas apprécier ces dessins des façons la plus démocratique possible, la plus civilisée possible. Et je peux dire, au droit de caricaturer, à l'opposition, il y a le devoir d'ignorer et cessons de répondre ou de réagir à ce type d'expression. Parce que chaque fois qu'il y a une réaction, je peux dire allergique, et, ça ramène c'est-à-dire à des situations qui sont regrettables. Et parfois, malheureusement, ça peut ramener à des crimes qui sont parfois barbares. On l'a malheureusement constaté. On reviendra quand même sur ce qu'il y a derrière ces crimes. On reviendra quand même sur cette motivation. Il ne s'agit pas simplement de parler des caricatures de Charlie Hebdo, sachant qu'elles ont servi, entre guillemets, passez-moi l'expression, de prétexte. Mais je vais m'adresser maintenant à Jacques Bertol. Lui poser la question, c'est vrai que nous vivons en République, merci Dr Ben Salah de rappeler que nous sommes dans une République, c'est les lois de la République laïque qui nous gouverne, mais derrière ces lois de la République, ça veut dire qu'il faut qu'on ait confiance dans les institutions. Je vais faire un parallèle frivole, Jacques, si vous me permettez, pour amener à nos auditeurs un petit peu une comparaison avec ce qui se passe chez nous, même en Guyane. Je vais citer deux cas. Et doit-on faire confiance en la justice? Doit-on, face à, par exemple, la réprobation de caricature, attester en justice et faire confiance? Quand on voit, par exemple, deux choses. La plainte déposée contre notre ami Harry Hautebourg par le président de la CTG, qui a fini par l'enlever quand même. Je pense qu'il a considéré qu'effectivement elle était, parce qu'il s'estimait donc blessé par ce qu'on appelle une caricature de carnavalesque. Ou alors les dossiers qui sont en justice, Légion, on a encore vu récemment l'affaire d'Olivier Goudet. Nous n'avons pas parlé directement dans le supplément, mais enfin on a vu cette condamnation dont il a fait l'objet, on a vu la relaxe dont il a fait l'objet avant, on voit qu'il y a encore 36 000... Alors, doit-on, face à un tel... Si on n'est pas d'accord avec une caricature comme ça, rester en justice, on doit faire confiance aux lois de la République pour ça? Alors d'abord, bonjour à Kylian, bonjour Jean-Paul, bonjour à mon grand ami Sidi Ben Salah, et puis un grand bonjour aux auditeurs, et puis à tous les musulmans qui nous écoutent. Salam alaikum wa rahmatallah al barakatuhu layla Allah. Bien sûr, je vais répondre à votre question. Je suis un juriste. Et je suis un légaliste. Alors bien sûr que la justice, elle est là pour nous protéger. Mais bien sûr, il faut que la justice sente aussi qu'il y ait une action véritable du plaignant. La constitution de partie civile, par exemple, permet de montrer au procureur qu'on va aller jusqu'au bout. Lorsque simplement on fait une main courante et puis on se désintéresse, on n'inverte pas, on n'interroge pas le procureur, c'est pas suffisant. Et puis dans la constitution de partie civile, eh bien, il faut étayer sa plainte. Il faut véritablement, je dirais, demander à ce que justice soit rendue. Après, il y a les recours. Alors, les recours, ça c'est ma première réponse là-dessus. Quand Jawad Ben Salah, on voit comment les choses sont relayées par les médias, comment certains parents, en parlant de l'affaire de Samuel Paty, ont interprété les choses et sont allés très très loin sur leur interprétation et sur la condamnation même du cours de ce professeur. Est-ce que le problème à la base, au bout d'un moment, n'est pas l'interprétation que certains font du Coran, de ses préceptes et de la manière dont la liberté est jugée par chacune des personnes qui lit le Coran? On a l'impression qu'aujourd'hui il y a une espèce de vision personnelle de la liberté, de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut faire et de la manière de se venger, d'appliquer la justice par rapport aux insultes que l'on peut ressentir. D'accord. Il y a deux volets dans votre question. Le premier volet, c'est que il y a un principe de base. Le principe de base, c'est que il faut avoir confiance au professeur. Lorsqu'on ramène, c'est-à-dire un élève, notre enfant, il est dans la classe, il faut avoir confiance au professeur. Et en même temps, le professeur, il a une liberté pédagogique. Cette liberté pédagogique, c'est elle qui est indispensable pour la transmission du savoir. Voilà. Ça, c'est un point, c'est-à-dire de base. Le deuxième point, c'est le deuxième volet dans votre question. Je peux vous dire, mais à juste titre, l'islam, ça ne cautionne pas ce meurtre, et c'est vrai, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, et c'est vrai. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin que il y a des textes qui peuvent poser question.
Pas poser problème, poser question. Il y a des textes parce que le Coran, c'est-à-dire pour un théologien musulman, il faut minimum 7 ans d'études. C'est-à-dire c'est une science. Par exemple, moi, j'ai fait des études médicales, c'est 7 ans d'études médicales. On ne peut pas du jour au lendemain devenir, c'est-à-dire un médecin. C'est la même chose dans les études, c'est-à-dire de théologie. Et malheureusement maintenant, on trouve, c'est-à-dire souvent maintenant, des faceboologues, des gens qui sont sur Facebook, ils deviennent des savants, des imams, En moins de des 7 ans. muftis, voilà. En moins de 7 ans. Et ils donnent des fatwas. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est que ces textes qui posent question parce que le Coran, c'est un texte qu'il faut l'interpréter dans le contexte. On peut pas prendre un texte comme ça, tirer un texte comme ça du Coran et dire voilà, c'est pas possible. Ça, il faut interpréter, il faut avoir les outils pédagogiques, les outils scientifiques et interpréter dans un cadre de contexte par quelqu'un qui a les moyens, les outils scientifiques pour faire parler ce texte. Donc il n'est pas envisageable de cautionner une barbarie par un texte qui est mal compris. Un texte qui est mal compris, mal interprété, ou utilisé par quelqu'un qui est devenu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est devenu un imam sur Facebook. Alors, docteur Ben Salah, justement, puisque nous parlons de cette affaire de l'école, on parle de effectivement cet attentat atroce qu'il y a eu contre ce professeur de collège. La question que je voudrais vous poser, on a vu, il y a plusieurs manières et il y a plusieurs courants, on l'a vu dans l'islam, hein, et moi je veux dire, est-ce que la pratique de l'islam, j'ai bien la pratique, hein, donc pas seulement religieuse, parce que certains courants imposent des pratiques même dans la vie au quotidien, est-ce qu'elle est compatible avec une république laïque ? Bon, moi, tout d'abord, je suis pas un théologien, c'est-à-dire je suis... nous non plus, hein, je suis un Français de confession musulmane. Voilà. J'ai appris l'islam dans un cadre familial, je suis d'origine marocaine, dans un cadre très tolérant, dans une société qui était multiculturelle, où il y avait plusieurs confessions. Voilà. Et donc, du coup, moi, comment je vois l'islam au sein de la République, c'est qu'il y a un cadre. La République, elle a posé un cadre, c'est la laïcité. La laïcité, c'est un mode d'organisation de la République. C'est pas un mot comme ça abstrait. Il y a 2 principes dans la laïcité, tout court. C'est-à-dire, il y a la séparation des églises et de l'État, qui est actée en 1905. Voilà. Cette séparation des églises et de l'État et la neutralité du service public. Moi, je pense, un musulman, il est tout à fait à l'aise avec cette organisation. Parce que cette organisation met l'État à même distance par rapport à tous les cultes et des courants philosophiques. L'État, il reconnaît aucune religion. Ça ne veut pas dire qu'il ignore les religions, mais il est à la même distance par rapport à ces religions, et ça permet que tous les citoyens, quelle que soit leur confession religieuse ou leur appartenance philosophique, ou qu'ils soient reconnus dans la sphère publique en tant que citoyens. Par exemple, moi, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord que moi, je suis connu comme citoyen voilà, Jacques Berthold, la même chose, vous-même, on n'est pas traité par rapport à nos origines ou bien à nos religions, parce que malheureusement, dans l'histoire, si on commence à essentialiser le citoyen dans sa sphère religieuse, ça peut ramener à des drames, malheureusement. Évidemment. Ouais. Il y a malheureusement encore des pays qui raisonnent comme ça. Je voudrais, sur ce même sujet, en ramenant, excusez-moi Jacques, hein, c'est pas volontaire, mais toujours, non pas la frivolité, mais on parle d'événements graves, mais vous demandez de faire un parallèle. Enfin, je le fais moi-même. Nous avons, privilège de l'âge, Kylian, connu cette période encore récemment, notamment de l'école privée religieuse, catholique, où effectivement l'éducation religieuse était obligatoire, et on nous apprenait essentiellement la religion catholique, évidemment, parce que j'étais dans une école catholique. Bon, cette affaire, même s'il y a eu un grand débat, puisqu'il a fallu, certains voulaient supprimer l'enseignement privé, c'est pas du tout mon propos, mais cette affaire, donc, est-elle à mettre en parallèle aujourd'hui? L'école est une école laïque, Dr Ben Salah vient de nous rappeler effectivement un petit peu le respect qu'on doit à cette école-là. Est-ce qu'on peut dire qu'à date d'aujourd'hui, les catholiques voilà, ça y est, eux, ils ont compris qu'ils sont dans un État laïque et que la séparation de l'Église et de l'État, c'est un fait. Et donc, à date d'aujourd'hui, on ne va pas... Il n'y a pas de religion à faire valoir. On a encore les phénomènes, vous savez, on arrive à la période de Noël.
les crèches de Noël dans les établissements publics. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des crèches? Beaucoup de municipalités ont opté pour le jeu de l'accalmie en supprimant les crèches publiques qui étaient sur les places des fêtes. Beaucoup d'écoles également ont décidé, pour aussi ramener un peu de sérénité, de retirer les crèches et même à contrario de ramener dans les cantines des plats halal. Comment aujourd'hui on fait la part des choses dans tout ça? Et en Guyane, notamment, est-ce que vous estimez qu'en Guyane, l'Église est vraiment séparée de l'État? Bien, alors, d'abord, les chrétiens et les catholiques, notamment, ont gagné un grand combat sous Mitterrand, puisque... À Mitterrand? Oui, dans le programme commun, il était prévu. Oui, la suppression de l'Église catholique. Mais l'Église privée, l'enseignement privé, pas que catholique. Voilà, privé. Mais vous avez vu, je dirais, les frondes qui ont été menées, et devant ces frondes, Mitterrand a reculé, et les socialistes, parce qu'il y avait même des socialistes qui ne voulaient pas la suppression de ces écoles privées. Alors, donc, les catholiques, en même temps qu'ils ont gagné un grand combat, ils ont, je dirais, pris conscience qu'on était dans une république laïque, indivisible et sociable, et en plus, qu'il fallait respecter, donc, tout ce qui était la laïcité. Il y a eu quand même ce double, je dirais, comportement des catholiques. Et souvent, on l'ignore, mais quand on regarde bien dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, parlons de la Guyane et des églises. Il faut dire, ça fait partie de l'histoire et de la vie des Guyanais, cela. Et on ne supprime pas les choses qui font partie de la vie d'un peuple parce que ça fait partie de lui-même. Et là-dessus, moi je pense que quand même, les Guyanais savent qu'ils sont dans une république, je dirais, laïque, mais en même temps, ils se frottent un peu joyeusement, je dirais, et fraternellement beaucoup à l'Église catholique qui ne les repousse pas pour autant. Et pour l'instant, rien ne gêne personne. Donc si rien ne gêne personne, ça ne gêne pas l'ordre public, il n'y a pas de trouble. Donc je pense que, eh bien, il faut se dire, allons-y comme cela. D'accord, écoutez, c'est une position, effectivement, que je ne m'attendais pas à d'autre chose de votre part, il n'y a pas de souci. Revenons donc au centre du débat, Kylian. Oui. On va remonter un peu dans l'histoire. Ce n'est pas la première fois que l'islam se sent attaqué par les écrivains. On revient en 88, sortie du livre de Salman Rushdie, les versets sataniques, avec en 89 la fatwa lancée par Ayatollah Khomeini. Pourtant, il est toujours en vie. Cette fatwa n'a toujours pas été levée. Il vit très bien. Je me suis renseigné avec 2 gardes du corps parce que pendant quelques années, il en avait une dizaine autour de lui. Là, il en a que 2 et encore et demi parce que c'est une itinérance. Ça vient d'où? Ça vient d'où ce problème? Est-ce qu'aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure, la transmission de la pensée, l'éducation religieuse est faite par n'importe qui? C'est n'importe qui peut s'adresser à des personnes dites fragiles et qui peuvent grossir les choses, grossir le trait, puisque ces caricatures ne sont pas propres à la France. On en retrouve au Danemark, en Norvège, aux États-Unis également. On en retrouve aussi dans les pays musulmans à l'adresse des pays européens, avec notamment des gestes qui sont beaucoup plus éloquents, tels que celui de brûler le drapeau national de certains pays, et la France y est passée. Comment on peut trouver le juste milieu dans ces rapports où chacun fait la même chose qu'il reproche à l'autre? D'accord. Écoutez, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut retourner aux sources. L'islam, au départ, c'est représenté par le prophète Mohammed, la paix soit sur lui. Je vais retourner aux sources parce que pour répondre, c'est d'une façon qui est structurée, qui est basée sur des éléments théologiques qui peuvent expliquer. La réaction, votre question en gros, c'est la réaction vis-à-vis des insultes, vis-à-vis des caricatures, voilà, qui maintenant parfois des réactions. Et puis surtout les personnes qui véhiculent, qui soufflent un peu sur ces braises. Exactement. On va voir déjà le prophète, que la paix soit sur lui, il a été insulté de son vivant. On ne peut pas avoir meilleur exemple que ça. Le prophète lui-même, il était insulté de son vivant. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Est-ce qu'il a tué celui qui l'a insulté? Non, bien sûr non. Donc le prophète, il a toujours ignoré les insultes qui le visent, n'a jamais cédé à la provocation ou toléré les actes de vengeance. Voilà. Je vous rapporte une histoire vite fait qui vient de la théologie, que tous les musulmans le connaissent, c'est-à-dire il est authentifié, personne ne l'a, l'a mis en cause. Le prophète, il était devant une foule, et il y a quelqu'un qui a écrit Moudama. Moudama en arabe, ça veut dire détestable. Voilà, les Arabes, ils étaient plus dans une culture orale à l'époque, et des détestables. Le prophète continue son chemin sans réagir. Ses compagnons, ils pensent qu'il n'a pas entendu, donc ils voulaient attirer son attention sur ses cris. Et se contentera de dire
eux, ils s'adressent à Moudamam, hein, détestable. Et moi, je m'appelle Mohamed. Donc finalement, il a ignoré cette provocation. Ouais. Et ce qu'il nous faut maintenant, il faut qu'on prenne exemple sur ce fait théologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne la distance utile et nécessaire face à ces caricatures, en l'ignorant tout simplement. Et en considérant comme sans aucun rapport avec le prophète. Moi, tout simplement, je vous dis, moi, autant que musulman, lorsque je vois ces caricatures, ils écrivent le nom de Mohamed, pour moi, c'est pas mon prophète, c'est pas Mohamed. Vous pouvez écrire sur n'importe quel papier Mohamed. D'ailleurs, c'est pas Mohamed, il écrit Mahomet. Et Mahomet, c'est déjà, s'il faut faire une petite, c'est-à-dire, sur le plan, c'est-à-dire, linguistique arabe, Mohamed, c'est celui qui est le digne de louange et béni. Mahomet, c'est tout à fait le contraire de Mohamed. C'est-à-dire, c'est l'indigne de louange. Donc, pour moi, ces caricatures, pour moi, ne représentent pas le prophète. Et vous pouvez écrire Mohamed sur les murs, sur toutes les pages de Charlie Hebdo et tout. Pour moi, ça ne me concerne pas. Moi, mon prophète, j'ai des sources fiables, je connais ses valeurs universelles et humanistes. Et je continue mon chemin, et je retourne mon regard. Et ne pas tomber dans la haine et la vengeance, parce qu'elle est destructrice et ça ramène à rien. Et ça ramène à des drames, comme l'assassinat de ce professeur, voilà, le pauvre est là, c'est-à-dire. Et malheureusement, pas que docteur Ben Salah, oui. mais pourtant, on ne peut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. On entend votre discours, hein, on n'en attendait pas moins de vous, mais il existe quand même dans cette mouvance, je ne sais plus comment les appeler, il faut faire attention aux termes, je dirais islamistes, c'est bien cela, d'accord ? Il existe quand même certains qui en font une arme et qui mènent un combat politique. Et il est quelquefois reproché aux musulmans, aux autres musulmans, à la grande majorité des musulmans, justement, de ne pas être assez fermes pour tenter de sortir eux-mêmes de chez eux ceux qui sont effectivement en train de créer des troubles et qui vont quelquefois malheureusement trop loin. D'accord. Alors, Jacques voudrait peut-être répondre sur ce sujet dans un premier... Ah bah écoutez, on lui laisse la parole. Tout honneur. Merci. Alors, je vais répondre directement à la question. Non, ce ne sont pas des islamistes, ce sont des terroristes. Moi, j'emploie ce terme toujours. Parce que on ne peut pas à la fois être islam et terroriste. Si on est des terroristes, on est hors de l'islam. Parce que l'islam ne prône pas de telles, je dirais, atrocités. Alors, je crois que déjà, il faudrait, dans l'esprit du public, changer ce terme. C'est ce que j'ai rappelé lors d'une conférence il y a un an. Autre chose aussi, c'est vrai que vendredi dernier, à ma demande, le docteur Ben Salah a accepté que je fasse une information, je dirais, à tous les musulmans de Guyane, en leur rappelant, d'abord, bien sûr, dans ces cas-là, notre fraternité, un apaisement, mais aussi une vigilance de nous tous. C'est-à-dire que chaque dérive doit être signalée déjà dans tout ce qui est, je dirais, terroriste, c'est prévu, mais en plus, lorsqu'il s'agit de salir une religion, eh bien, ce sont ceux qui appartiennent à cette religion qui doivent, je dirais, s'élever sur les possibilités de dérive. Et on en constate quelquefois, et il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, la troisième chose sur les caricatures. Les caricatures, moi j'ai mon opinion en tant que citoyen. Les caricatures, quand ça touche les autres, on en rigole. Mais quand ça touche soi-même, on n'en rigole pas. Même un journaliste qui a une caricature contre lui, il n'est pas content. On ne peut pas dire. Alors, on n'est pas un bouc émissaire. Et il y a des caricatures exagérées dans la vie, dans tous les ordres. Donc là aussi, il faudrait peut-être, à mon avis, qu'on limite. Parce que le droit des journalistes, eh bien c'est vrai, il n'est pas extensible. Il est quand même limité. Ouais, il n'est pas extensible, mais il est reconnu. Oui, mais il n'est pas extensible. Enfin, dans les pays, notamment démocratiques, mais également aux États-Unis, par exemple. Hein, mais encore plus qu'en France dans la Constitution. Mais il y a quand même quelques limites. Et ces limites, elles sont assez floues. C'est vrai. Et même les tribunaux, hésitent devant ces limites. Je vous pose la question, est-ce que, à mon avis, c'est eux qui sont habilités à juger ? Mais cela. Évidemment, après, comment ils jugent, c'est aussi dans notre éthique, dans notre, je dirais, volonté de ne pas, je dirais, saccager l'autre quand même. Alors, nous avons un auditeur, je crois, et il faudra que le docteur Ben Salah mette son casque. Mettez vos casques, messieurs, s'il vous plaît. Mais je voulais quand même juste, pour la réponse à la question que j'ai posée au docteur Ben Salah, je vais être encore plus concret. On reproche au Conseil, par exemple, des musulmans de France, c'est l'instance la plus reconnue, on lui reproche effectivement de ne pas avoir assez condamné, et ça peut-être pas sur les derniers attentats,
mais même dès l'origine, même depuis l'attentat de Charlie, le premier. Oui. Ne pas avoir assez agi pour éradiquer, donc, si je peux m'exprimer ainsi, la religion musulmane en France, ces extrémistes. Oui, tout d'abord, pour répondre à votre question, à l'échelle régionale ici en Guyane, nous, on était, chaque fois qu'il y avait un attentat, on fait des communiqués, on va à la presse. On peut en témoigner. Par exemple, on vous invite pas assez d'ailleurs. Voilà, chaque fois que vous m'invitez, je suis là, je viens. Voilà, j'essaie de m'adapter, de venir pour avoir un échange et participer à la discussion. On a participé au rassemblement, c'est-à-dire en hommage au professeur Samuel Paty avec le professeur. On a participé à l'hommage qui était fait devant le rectorat. On a condamné avec sa grande vigueur l'acte barbare qui était commis contre des catholiques à la basilique Notre-Dame de Nice. En même temps, nous, on est en association 1901, on est des bénévoles. On a d'autres professions. On essaie avec tous les moyens. Chaque année, on prépare, on fait des journées, c'est-à-dire des journées des musulmans de Guyane. On reviendra sur votre situation en Guyane et on va terminer par ça d'ailleurs. Pour CFCM, il n'a pas les moyens, mais c'est-à-dire ces derniers jours-là. C'est question de moyens, parce qu'après, il faut les imams, parce que pour encadrer les mosquées, il faut des imams, il faut les salariés, et on est toujours dans une république laïque, il y a une séparation entre et l'islam, la loi anti-séparatisme là qui est en train d'être votée va peut-être permettre d'avancer sur ce sujet-là, semble-t-il. 30 secondes, messieurs, on prend des auditeurs en direct. Ce matin au téléphone, Radio Pays, bonjour. Allô. Oui, bonjour Armand. Bonjour Armand, Achille, bonjour à tous. Bonjour Armand, Achille. Bonjour Armand. Oui, moi j'ai deux remarques et une question. La première remarque, quand on parle de laïcité en Guyane, elle est toute relative, hein. On l'a abordé un petit peu, oui. Voilà, parce que le 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel français a bien dit que la terre de Guyane est une terre de mission à évangéliser. Il faut continuer à payer les prêtres du KRG de l'Église catholique apostolique romaine. Le 2 juin 2017. C'était hier. Oui. Et la République s'est appuyée sur une ordonnance royale pour nous faire... Exact. Enfin, c'est vrai. Je ne veux pas employer le mauvais terme, mais voilà, on est obligé de continuer. Même si l'évêque s'est déclaré, donc à date d'aujourd'hui, avoir trouvé un arrangement avec la CTG, et donc c'est une affaire qui va s'éteindre d'elle-même. Oui, mais pour le moment, on continue à payer, quoi. Ça a commencé depuis 1982. L'argent, Armand, l'argent. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, dans le palais de justice qui aujourd'hui à Mantes, qui est condamné, la justice française se rendait justice au nom du peuple français et puis au nom du crucifix qui était accroché au-dessus, quoi. C'est vrai. Donc la laïcité en Guyane est toute relative. Mais moi, la question que je voulais poser au docteur, là, docteur Ben Salah, l'association culturelle musulmane, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est Ben Salah Jawad. Voilà. Est-ce que la France n'est pas un pompier pyromane? Parce que comment on peut développer des relations diplomatiques aussi chaleureuses avec des États fondamentalistes comme l'Arabie Saoudite et le Qatar? Le Qatar pour les salafistes, ça veut dire qui financent et soutiennent les frères musulmans, et l'Arabie Saoudite pour le wahhabisme, c'est-à-dire c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est que eux ils lisent le Coran hors contexte, quoi. Hein? Il y a que quelques jours où les femmes ont pu avoir le droit, certaines en tout cas, de passer le permis de conduire toutes seules. Donc moi j'ai ça. Il y a quelques mois encore, en sachant que l'Arabie Saoudite intervient au Yémen dans le conflit entre le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, la France vendait des armes à l'Arabie Saoudite. Donc ces gens-là sponsorisent le fondamentalisme. À travers les réseaux sociaux, en finançant les formations d'imams, en finançant la construction de mosquées. mosquées. Jusqu'à côté de chez nous au Suriname, par exemple. Voilà. Donc comment on peut en même temps développer des relations d'affaires? Je signale que le Qatar a pour propriété le Paris Saint-Germain Football Club, je crois. Oui. Donc comment on Football peut Club, à Paris ce Saint-Germain, niveau-là d'imbrication dans le domaine des affaires avec des États fondamentalistes qui soutiennent l'islam, je dirais, archaïque. Et puis s'étonner qu'au sein de la jeunesse française, le fondamentalisme fait écho. Et qu'il y a des jeunes qui s'inspirent de ces thèses-là. Armand, le docteur Ben Salah va essayer de répondre à votre question. Merci. Parce que c'est pour conclure, Armand, de condamner ces jeunes-là qui sont un peu perdus, qui vont faire des choses
complètement délirantes. D'accord. Pour conclure, Qui dépassent, sans la source, Armand, il n'y a pas de fondamentalisme. J'en ai terminé. merci beaucoup Armand. On prend un deuxième appel, comme ça vous pourrez répondre à la foulée. Jawad Ben Salah, Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Daredevil. Ça tout fait. Moula. Docteur, l'invité. Bonjour, ça tout fait JP. Bonjour. Ben Salah. Docteur Ben Salah et Jacques Bertol. Jacques Berthold, voilà. Alors, moi, c'est profondément politique. Mhm. C'est même pas religieux, c'est politique. C'est à quoi qu'on mène une guerre que sur l'islam. Et même les journaux s'y mettent à leur façon. Donc, ils ont créé les caricatures. Mais si vous regardez bien, vous avez déjà vu une caricature sur le judaïsme? Mhm. Jamais. Vous avez vu la guerre qui mène, il y a un juif qui parle à la télévision, longueur de journée, qui crache sur les noirs, qui crache sur l'islam, qui crache sur tout le monde, qui a été condamné plusieurs fois. Et juste à présent, il présente des émissions comme si rien n'était. Et c'est à croire que la politique valide certaines personnes et il y a d'autres catégories de personnes minoritaires, qu'on laisse incendier. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas des enfants d'ailleurs qui viennent, ce sont des enfants du territoire qui, voyant ce manque de respect pour les autres, ils se révoltent. Et c'est ce qui se passe. Moi, ce que je vois maintenant, c'est qu'on a décidé de faire la guerre à l'islamisme sous prétexte qu'on est laïque. Excusez-moi, là, dernièrement, il y avait un jour férié, c'était la Pâque. Mhm. D'accord. Excusez-moi, dans le judaïsme et dans la République, où se trouve la Pâque. Mhm. D'accord. Donc, on veut que les personnes acceptent l'inacceptable et tout en favorisant, comme dit mon collègue tout à l'heure, tout en favorisant autre chose en politique extérieure. Donc, comme ça se fait à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Et comme ça se passe chez nous maintenant, parce que c'est logique que ça doit arriver chez nous, on trouve ça aberrant, on trouve ça criminel, on trouve toutes sortes de noms. Mais tout le temps, ça se faisait là-bas, on disait rien. Merci Daredevil, on va essayer d'avoir... Il y a d'autres auditeurs, Kylian? Non, c'est bon, merci beaucoup Daredevil. Voilà, docteur Ben Salah, deux sujets effectivement un peu brûlants. Le premier, donc les relations de la France avec ces pays qui favorisent à la fois d'un côté le wahhabisme et de l'autre côté le salafisme, ça a été dit très clairement. Et deuxième question, est-ce que vous sentez que la religion musulmane en France est particulièrement stigmatisée alors qu'il y en aurait d'autres, comme celle, c'était dit, celle du judaïsme qui serait protégée? D'accord. Bon, moi je vais répondre à la première question concernant les relations extérieures de la France. Moi, cette question, je vais répondre autant qu'aux citoyens français. Moi, c'est les relations extérieures de la France. Pour moi, autant que citoyen, c'est le ministère des Affaires étrangères, maintenant présidé par le ministre Le Drian. Lui, c'est son champ de compétences et il a des informations et des idées que moi, peut-être, j'ai pas tout. Partagez pas complètement. Par contre, une question très directe sur ce même sujet. Est-ce qu'en Guyane, est-ce que vous bénéficiez de financements extérieurs de pays étrangers pour l'exercice du culte ou autre? Monsieur le Président, merci de me poser cette question. Voilà. Nous, on n'a aucun financement. C'est-à-dire nos comptes, ils sont clairs et nets. On a un expert comptable et c'est les dons, c'est les cotisations des musulmans de Guyane. Et c'est pour ça on n'a pas une grande mosquée, on a une petite salle, mais ça nous dérange pas parce que d'autres. Il n'en existerait d'autres en Guyane qui auraient des liens particuliers avec ces pays ou cette volonté d'exercer l'islam d'une certaine manière, parce que derrière, il y a certainement des connotations politiques, mais il y a surtout des connotations religieuses. Quand l'Arabie Saoudite demande d'exercer, excusez-moi, j'ai plus le terme en tête, la pratique de l'islam d'une certaine manière, c'est pour des raisons profondément religieuses au départ. Moi, je parle autant que président de l'association de musulmans de Guyane. Nous, on n'a aucun centime qui vient, c'est-à-dire en dehors de la Guyane. Et c'est des cotisations, c'est des dons, et tout est transparent. Et justement, pour répondre à Armand Achille, cet financement qui est, je vais dire, interne et qui est par les fidèles, ça nous permet de construire un islam de France. Un islam de France. Nous, on a besoin d'un islam de France. On peut pas rapatrier, c'est-à-dire importer une autre vision qui est dans un autre pays. Il n'y a pas d'imam qui nous vient, effectivement, un petit peu comme on en parle en France. Non, l'imam en islam, c'est quoi? C'est celui qui est devant, qui préside la prière. Lorsqu'on se trouve, chacun de nous fait imam de façon bénévole et on n'a pas un salarié parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et on avance selon nos moyens
Et c'est tant mieux que ça se passe comme ça, parce qu'on a notre liberté, c'est-à-dire d'exercer un islam de France sans problème. La deuxième question que je veux vraiment répondre au deuxième auditeur, parce que il y avait certains propos qui sont un petit peu graves concernant les Français de confession juive. Moi, ce que je vais dire, les musulmans ne sont pas persécutés en France. Ça, c'est-à-dire, on n'est pas persécutés, on est citoyens à part entière, juste on a nos droits civiques, et on peut exercer librement notre culte. Contrairement dans d'autres pays. Il y a même certains pays musulmans où l'exercice de culte est problématique. Donc en France, on n'a pas ce problème, il faut le signaler. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des actes anti-musulmans. On peut pas, avec une parole raciste qui est malheureusement libérée à cause des réseaux sociaux un petit peu voilà. Mais nos concitoyens d'autres confessions sont également victimes d'actes hostiles. Ouais. Par exemple, l'auditeur, il a parlé de nos concitoyens de confession juive. Je le rappelle qu'il peut retourner à l'histoire, aux années 40. C'était des moments très, très, très difficiles. Et il faut jamais oublier cette histoire. Parce que il faut faire tout pour que ça ne reproduise pas. Et c'est important. Même moins loin, et l'antisémitisme, ça existe. Même moins loin, il y a Le Point et Charlie qui ont fait des caricatures sur les Juifs. Et moi, par exemple, il fait allusion à un journaliste qui est sur une chaîne... Éric Zemmour, pour ne pas le nommer. Il ne faut pas parler de ce moment, c'est-à-dire d'une vision, d'un spectre de sa religion. C'est un citoyen français. Voilà. On peut avoir on peut pas être d'accord avec lui, mais il peut pas l'essentialiser dans sa religion. C'est pas ça la République. Je peux résumer en vous disant, si vous permettez, il y a des crétins partout, dans toutes les religions. Une question toute simple. Jawad Ben Salah, vous êtes le président de l'association des musulmans de Guyane. On sait que ça peut arriver n'importe où, qu'il y a des individus qui peuvent venir gangréner à n'importe quel mouvement, même avec la meilleure volonté du monde. Il y a des individus qui sont malsains et qui peuvent ramener n'importe quoi. Vous avez un réseau de surveillance pour voir un peu ce qui se passe au sein de la communauté musulmane, savoir un peu s'il n'y a pas des individus de ce type qui pourraient en Guyane faire circuler des idées aussi nauséabondes? Voilà. J'aime pas parler de réseau de surveillance parce que c'est pas élégant et c'est pas républicain et c'est pas citoyen. Par contre, nous, on mène depuis des années des actions de prévention, c'est-à-dire d'expliquer l'islam à des jeunes. Nous, notre hantise, c'est que les jeunes, les musulmans, ils vont pas sur Internet et voir une façon d'expliquer l'islam par des Facebookologues qui sont au bout du monde, dans un autre contexte, ou bien dans des endroits, des lieux de guerre. Ça n'a rien à voir avec l'islam ici en Guyane. Et nous, ici, c'est-à-dire, on essaie avec tous les moyens possibles qu'on a, c'est-à-dire avec nos amis, nos frères catholiques, avec les citoyens, c'est-à-dire de faire répondre à un islam qui est tolérant, le vrai islam. Alors, si vous me permettez en conclusion, parce que nous sommes arrivés... Sans tomber dans le prosélytisme. Parce que pour moi, celui qui veut devenir musulman, il a le droit de devenir musulman. Celui qui veut changer de religion, il a le droit. On est dans un pays libre et qui permet, c'est-à-dire la liberté d'expression et de croire et ne pas croire. Merci de ces paroles, docteur Jawad Ben Salah, président de l'Association des musulmans de Guyane. Je voudrais juste, pour conclure, en 30 secondes, que représente la communauté musulmane, d'une manière générale, en Guyane? Vous savez le nombre de je sais pas si on dit des fidèles ou de sympathisants qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que ça représente? Et y a-t-il un numéro de téléphone, une page Facebook, si quelqu'un veut vous contacter? Oui, vous savez que c'est effectif pour les recensements qui sont d'origine sont interdits, mais sans lui dire, on est entre 2000 et 2005, mais il y a les musulmans qui sont en Guyane, c'est comme un arc-en-ciel. Il y a des musulmans qui sont créoles, des musulmans métropolitains, des musulmans qui sont des salariés, des fonctionnaires qui viennent pendant 4 ans, qui repartent. Voilà, c'est aussi riche. Donc 2000-2500 environ. Et ceux qui arrivent, par exemple, voudraient vous contacter pour l'exercice du culte. Ils peuvent sur un site internet a2cmgf.fr. a2cmgf.fr. Il tape musulmans de Guyane, il va trouver, on a nos sites et tout. Bien. Et on est assez actifs, c'est-à-dire ils peuvent. L'idée, il faut que personne, c'est-à-dire des Français ou bien des ressortissants qui sont installés ici musulmans, ils peuvent se rapprocher de nous. Et je peux garantir que l'islam en Guyane, on a de la chance d'être dans une société qui est multiculturelle. C'est vrai qu'une société qui a une histoire chrétienne et catholique, et ça
C'est-à-dire, c'est pas un problème. Pour rappeler que les deux pays à côté, du côté de l'Ouest qui nous avoisinent, sont des pays multiconfessionnels, que la religion musulmane s'exprime au Suriname, mais aussi beaucoup au Guyana, et qui cohabitent dans des conditions apparemment moins conflictuelles qu'en France, avec d'autres religions qui sont majoritaires chez eux. On va essayer que la périphérie de la République donne un bon exemple pour le centre de la République. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin. Jacques Berthold d'être venu, Jawad Ben Salah. La discussion, on la continue forcément sur la page Facebook de Radio Pays. Dans quelques minutes, Dominique Nugent. Alors, il faut qu'il trouve un micro, Dominique Nugent, pour nous dire quel sera le programme de son Allo Pays. Merci beaucoup, messieurs. Et à très bientôt. Et on a bien compris le message de tolérance et surtout prendre du recul et réfléchir et mettre de l'intelligence dans ses réactions. Bonjour Dominique, comment ça va?